will now be placed into the con. Bonjour! Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Caroline Rochon. Je suis la directrice de la division des écosystèmes forestiers ici au Centre de foresterie des Laurentides. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce 7e colloque de la 34e saison des colloques du SPF-CFL. La conférence d'aujourd'hui, qui porte sur « Apprendre à vivre avec la grille du frêne », est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec. C'est avec plaisir que je vous présente la conférencière d'aujourd'hui, Mme Véronique Martel. Véronique a obtenu un baccalauréat en biologie de l'Université de Montréal en 2001, avant de poursuivre ses études supérieures en entomologie à l'Université de McGill avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, en se spécialisant en écologie comportementale des parasitoïdes. Après ses études, elle a effectué 2 postdoctorats en Europe, donc d'abord en Suède, puis en France. Depuis 2011, elle est chercheure scientifique ici au Centre de foresterie des Laurentides à Québec, donc, où elle travaille principalement sur l'écologie des ravageurs forestiers, tels que la grille du frêne et la tordeuse des bourgeons d'épinette, ainsi que sur leurs ennemis naturels. Elle a reçu plusieurs prix de reconnaissance, que ce soit de la Société d'entomologie du Québec et du Canada, ainsi que du Service canadien des forêts et de ressources naturelles Canada, donc incluant l'automne dernier un prix d'excellence et de leadership en langues officielles dans les communautés en situation minoritaire. Je vous souhaite un excellent colloque et je laisse la parole à Véronique. Merci Caroline. Merci à tous d'être venus. Honnêtement, vu le temps qu'il fait dehors, je m'attendais à avoir moins de monde que ça, surtout les gens qui viennent de l'extérieur du CFL, donc je l'apprécie beaucoup. Ceux qui ont la chance de se connecter chez eux au show, profitez-en bien. Donc, je vais vous parler d'Agriculture du frêne aujourd'hui. La présentation s'intitule « Apprendre à vivre avec la grille du frêne » parce qu'on ne pourra pas l'éradiquer. Donc, il faut vivre avec. Il est ici pour rester. C'est une présentation que je partage avec mon collègue Robert Lavallée. Donc, Robert est vraiment l'expert de la grille à Québec. Mais il y a quelques années, quand la grille est arrivée à Québec, il m'a généreusement invité à me joindre à lui dans le projet de recherche. Et donc, depuis, il m'a transmis une petite fraction de son savoir, mais c'est déjà énorme, cette petite fraction-là, donc je la remercie. Donc, je vais commencer d'abord en parlant des différents partenaires collaborateurs qu'on a dans le projet sur la grille du frêne. Si on peut trouver un point positif à la grille du frêne, c'est de réunir les gens. J'ai jamais travaillé avec autant d'organismes que depuis que je travaille sur la grille du frêne. Donc, des différents ministères, des municipalités, donc du monde d'un peu partout qui vont se rallier ensemble pour essayer de mieux comprendre et mieux lutter contre la grille du frêne. Peut-être même qu'il en manque sur cette diapositive-là. Si c'est le cas que vous vous reconnaissez, je m'en excuse. N'hésitez pas à me contacter après. Donc voilà, c'est beaucoup de monde qui sont impliqués dans un même but. Donc, grosso modo, ma présentation, je vais commencer par parler de la biologie de la grille du frêne, puis ensuite, je vais passer aux différentes méthodes de détection et les méthodes de lutte. Donc, je vais parler de ce qui est disponible, je vais parler un petit peu aussi de ce qui se développe en ce moment, et évidemment, je vais me concentrer un petit peu plus sur ce qu'on développe ici au CFL, mais également de nos collaborations avec des chercheurs d'autres centres du Service canadien des forêts. Donc, la grille du frêne, c'est un coléoptère de la famille des Buprestidae. Le cycle de vie, bon, c'est assez classique, un cycle de vie d'insectes, mais sa particularité, c'est qu'il va passer, à partir du moment où la larve va sortir de l'œuf, elle va rentrer sous l'écorce. Donc, il y a une grande partie de son développement au niveau des immatures qui est invisible, où on ne le voit pas. Et ça contribue un peu à la difficulté de le détecter, puisqu'on ne peut pas le voir sous l'écorce, à moins, évidemment, d'enlever l'écorce. Donc, c'est une des difficultés de la grille du frêne. On se questionne souvent, est-ce que son cycle de vie dure 1 an ou 2 ans? Ce n'est pas complètement clair encore. Il semble que les deux soient présents. Certains insectes vont prendre 1 an, certains 2. Et un des facteurs, évidemment, qui pourrait influencer, c'est le climat en fonction de la température. Mais peut-être aussi en fonction du niveau d'attaque et de la résistance de l'arbre. Donc, on a un collègue à Sault-Sainte-Marie, Chris McQuarrie, qui travaille là-dessus. Donc, lui, il a pris des échantillons un peu partout, là où il y a de la grille, incluant à Québec. Et ce qu'il fait, c'est qu'il regarde dans un échantillon, c'est quoi les différents stades qu'il va trouver. Donc,
de l'œuf à l'adulte finalement. Et en fonction de ça, ben, il peut déduire si c'est des insectes qui mettent 1 an ou 2 ans à se développer. Donc, je vais ici me concentrer sur, là, ce qu'on voit en dessous des barres, c'est la ville et la saison de la récolte. Donc, je vais me concentrer, par simplicité, sur les échantillons qui sont récoltés à l'automne. Donc, si on a des arbres coupés à l'automne, on retourne dans le cycle de vie et on se dit qu'est-ce qu'on est supposé trouver à l'automne dans un arbre? Ben, c'est surtout des grosses larves, peut-être des prépuces, donc des larves qui se préparent pour l'hiver. Si le cycle était d'1 an, c'est ça qu'on devrait trouver. Donc, quand on retourne dans nos échantillons, ben, on peut conclure un peu, ou du moins supposer ce qu'on a. Ici, dans les couleurs vous indiquent les stades larvaires. Donc, plus c'est brun, plus c'est un jeune agrille, et plus c'est vert turquoise, plus c'est près de l'adulte. Et donc, ce qui est je vais tenter. Donc, tout ce qui est ici là, avec les petites accolades, c'est les endroits où c'est des petites larves, des stades larvaires jeunes, donc qui ont été trouvés. Et ça, c'est ce qu'on s'attend que ce soit qui ne réussissent pas à terminer leur cycle de vie, parce que si à l'automne sont encore très petites, ça veut dire qu'ils n'arriveront pas à se développer jusqu'à l'adulte pour l'été suivant. Donc, ça, c'est des individus qu'on suppose qui vont faire 2 ans. Donc, ça permet comme ça d'établir un espèce de ratio du cycle de vie 1 an ou 2. Évidemment, les agriculteurs qui sont prêts de transformer en adulte au moment de l'échantillonnage, on ne sait pas s'il avait été pondu l'été d'avant ou 1 an plus tôt, mais on sait quand même que les deux se font 1 an ou 2 ans dans l'arbre. Donc, la grille du frêne s'attaque à la grille, évidemment. Ce qu'on voit typiquement, c'est que les attaques vont commencer dans le haut de l'arbre et vont descendre tranquillement jusqu'au tronc. Il peut attaquer des arbres qui sont en santé, et ça, c'est une particularité un petit peu spéciale, parce que normalement, les buprestidae vont attaquer un arbre qui est déjà affaibli par un autre stress. Et ça commence vers le haut, ça descend. Quand c'est rendu dans le tronc, on voit des choses comme ça. Donc, si c'est un arbre, on est à hauteur des yeux. L'écorce a été enlevée, c'était à Québec, dans Montcalm. Et puis, vous voyez toutes les galeries qu'il y a en ce moment. Et le problème, c'est qu'en faisant ces galeries comme ça nuit à la circulation de la sève. Et donc, tout ce qui est au-dessus de ces galeries-là ne sera pas alimenté et va donc éventuellement mourir. Et quand ça commence en haut, on va voir le feuillage dans certaines branches qui commencent à s'éclaircir, mais certaines branches vont mourir. Mais quand c'est rendu dans le tronc comme ça, bien évidemment, c'est tout l'arbre qui est voué à mourir. Donc, dans un cas comme ça, l'arbre ne va pas survivre à la grippe du frêne. Ça cause un problème qui est très rapide. Donc, ici, c'est des photos à Sarnia de mon collègue Robert. Donc, en 2011, ici, vous voyez, tout est vert, tout est beau. Et puis, 2 ans plus tard, donc c'est rapide, 2 ans, il n'y a plus une feuille. Donc, c'est très violent, c'est très rapide. Et c'est ce qui fait que c'est un gros problème. Pourquoi c'est un problème? Justement, la grille du frêne vient d'Asie. En Asie, c'est pas un problème. Eux, ils en parlent à peine. Mais en arrivant en Amérique, il est arrivé en 2002, c'est là que ça devient un problème parce qu'ici, c'est nouveau. Nos arbres ne le connaissent pas. Donc, juste vous donner un portrait de la situation actuellement. Donc, ça, c'est des cartes de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. C'est possible de les trouver sur leur site web et c'est mis à jour pratiquement annuellement. Donc, tout ce qui est jaune, c'est réglementé en ce moment par l'Agence. Donc, c'est des zones dans lesquelles la grille est considérée comme présent. Et là, il y a toute une réglementation qui vient avec, notamment au niveau du transport du bois, évidemment. Donc, à l'intérieur d'une zone réglementée, il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit de sortir du bois parce qu'on veut éviter de propager l'insecte à des endroits où il n'est peut-être pas présent. Mais vous voyez, donc, ça va du Manitoba jusqu'à Nouvelle-Écosse, donc qui est maintenant présent à beaucoup d'endroits. Je vais aussi mentionner que ce n'est pas parce qu'il n'est pas trouvé quelque part qu'il n'est pas présent. On a tendance à avoir un peu de retard sur la grippe du frêne. Donc, j'ai mis des dates importantes. Donc, 2002 au Canada et États-Unis à peu près en même temps. Dans la province du Québec, ça a été 2008, Montréal 2011. La ville de Québec, ça a été 2017 et plus récemment l'Atlantique. Qu'est-ce qu'il y en est des autres agriles? Parce qu'il y en a tout plein d'autres agriles qu'on a ici que plus jamais personne à peu près a entendu parler. J'ai mis 2 exemples, la grippe du bouleau et du châtaignier. La grippe du bouleau, c'en est un sur lequel on travaille aussi ici au CFL, donc avec Robert, mais aussi avec Christian Hébert. En fait, la grippe du bouleau, c'est pas un problème parce qu'il a toujours été ici. Donc, il est indigène, l'arbre le connaît, il a coévolué, donc l'arbre est capable de se défendre contre cet insecte-là. Mais en plus, il y a des ennemis naturels, des parasites, des prédateurs qui vont l'attaquer. Donc, tout ça fait qu'il y a une espèce d'équilibre et c'est aussi ce qui explique que c'est juste les arbres stressés qui vont être attaqués par un agrille du bouleau.
Nous, dans notre étude sur cet insecte-là, on a beaucoup de mal. Notre gros problème, c'est qu'on n'en trouve pas. Quand on arrive sur un arbre, on trouve des galeries, mais la grille n'est plus là, il est mort avant de s'être rendu à l'adulte. Des fois, on trouve des prédateurs à la place. Des fois, l'arbre s'est défendu, l'insecte est mort pendant son développement. Donc, c'est ce qui arrive quand il y a une coévolution, puis qu'un insecte est indigène. Et c'est ce qui se passe avec la grippe du frêne en Asie. Là-bas, ils n'ont pas de problème parce que leurs arbres les connaissent et qu'ils ont des ennemis naturels. Le problème se retrouve quand un insecte est sorti de sa zone. Donc, la grippe du blouot, ici, vous voyez en Amérique versus la grippe du frêne en Asie, bien, tout simplement, quand s'il se retrouve à l'autre endroit, ça devient un problème. La grippe du bouleau n'est pas encore en Europe, mais c'est une préoccupation que l'industrie a là-bas. Donc là, je voudrais parler de la détection. La détection est une étape extrêmement critique et c'est ce qui explique qu'on est en retard tout le temps sur la grippe du frêne et qu'on n'arrivera jamais à l'éradiquer parce qu'on le trouve souvent plusieurs années après qu'il soit arrivé à un endroit. Donc, pour détecter la grippe du frêne, on peut piéger l'adulte. Donc, ça, c'est une méthode assez classique. Il y a deux types de pièges principalement. On a le piège prisme collant, qui va être enduit de colle tout le tour, donc va attraper les insectes qui arrivent, vont se coller dessus. Évidemment, il n'y a pas juste des insectes qui peuvent se coller dessus, il peut y avoir des feuilles, des branches, des débris. Puis c'est un piège qui est pas nécessairement toujours agréable à manipuler. Ceux qui ont déjà travaillé avec des pièges collants le savent. Là. On dirait qu'on se retrouve tout le temps avec les cheveux collés dans le piège, donc c'est pas toujours agréable. Sinon, il y a le piège Lindgren, qui est le grand piège en entonnoir que vous voyez. Dans les deux cas, ils sont verts parce que la couleur a une importance. Le piège Lindgren, originalement, il est noir, mais ici, il a été modifié. Et c'est une série d'entonnoirs et c'est un piège typique pour attraper des coléoptères. Donc, un coléoptère qui va frapper un piège a tendance à se laisser tomber et donc va se retrouver tout en bas dans le bocal collecteur qui contient un liquide et donc qui va rester piégé là-dedans. Dans les deux cas, on va utiliser des attractifs parce qu'on ne veut pas juste attraper les insectes qui se retrouvent par hasard à passer là. On veut augmenter notre détection. Fait qu'il va y avoir deux types d'odeurs qui peuvent être mises. Donc, ce qu'on appelle une phéromone, qui va être une odeur, ça sent un peu le gazon coupé, c'est une odeur d'arbre attaqué finalement, de végétal qui se défend. Donc, ça, c'est une des odeurs qui peut être mise. Mais il y a aussi une phéromone. Donc là, c'est vraiment une odeur spécifique à la grille du frêne qui va cibler cette espèce-là. Et ça fait qu'on va augmenter nos chances de capture quand on veut savoir si la grille du frêne est présente ou en quelle abondance, en quelle densité de population il est présent. Ce qui est aussi important quand on veut piéger l'insecte, c'est pas juste le type de piège, mais c'est où on va le mettre. Et c'est important de le mettre en haut de l'arbre. Je vais appuyer ça avec des données bientôt. Donc, là, vous voyez un petit peu l'échelle là, on a Laurence ici sur cette photo qui est en bas, on a l'échelle, puis on a tout en haut le piège. Donc, ça se trouve à être très, très haut et ça devient évidemment une contrainte pour aller l'installer. Ce qui fait qu'on utilise un genre de gros slingshot. Là, vous voyez Sébastien qui est en train de l'envoyer. Donc, il envoie une poche avec la corde au-dessus de la branche. Quand tout se passe bien comme là, ça marche. Mais ça ne marche pas toujours du premier coup non plus. Donc, vous voyez qu'il était surpris d'être filmé. C'est super impressionnant à voir d'ailleurs quand il installe ça. Puis après, la corde de l'autre côté, on la redescend. Puis ça permet d'installer un système de corde. Et après, on n'a pas besoin de monter à chaque fois. On a juste à détacher la corde pour redescendre le piège, vérifier s'il y a des insectes. Robert a fait des tests l'été passé avec un collègue, Don Sweeney, qui lui est à Fredericton. Donc, ils ont voulu vérifier un petit peu plus, comparer les types de pièges, prisme et Lindgren, mais aussi la hauteur des pièges. Un petit peu dans l'optique que parfois le prisme est installé assez bas parce qu'il va être installé avec une perche pour des raisons techniques qu'on peut comprendre. Mais il a voulu quantifier c'est quoi la différence de mettre le piège en bas ou de le mettre en hauteur. Donc, il a fait des tests où il regardait, il y avait le piège prisme qui est installé soit au bout d'une perche en bas, soit tout en haut dans la canopée, et le piège Lindgren, qui est le piège entonnoir. Puis là, il a regardé deux versions, la version normale, où il y a 12 entonnoirs, mais aussi la version plus courte à 5 entonnoirs. Ça prend moins de matériel, donc potentiellement moins cher. Ça va être aussi moins compliqué à manipuler. Donc, il a regardé ça. Donc, les Lindgren étaient toujours en haut. Il y avait aussi un prisme en haut, puis il y avait le prisme en bas. Et là, ce qu'on voit sur ces graphiques-là, on compare donc Québec et Halifax. C'est les deux villes où le test a été fait.
Chaque colonne représente ici un nombre d'agrilles qui a été attrapé en fonction du type de piège. Donc, la chose importante à voir ici, d'abord, c'est la dernière colonne sur chaque graphique, c'est le prisme qui était installé plus bas. Et dans les deux cas, ce prisme-là a attrapé moins d'agrilles. Donc là, on voit qu'il y avait un effet de la hauteur du piège sur le nombre de captures. Donc ça, c'est la chose principale. Ensuite, si on regarde les trois autres qui étaient en hauteur, à Halifax, c'est pas significatif, mais à Québec, le prisme à 12 entonnoirs a piégé plus d'agrilles que le prisme à 5 et le Lindgren à 12 que le Lindgren à 5 et le prisme en haut. Mais il y a quand même une tendance à Halifax. Donc, si on veut vraiment quantifier les agrilles qui sont présents, ça devient important de mettre les pièges en hauteur et peut-être éventuellement d'utiliser le grand Lindgren. Par contre, on ne veut pas toujours quantifier la grille. Des fois, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y en a ou s'il n'y en a pas. C'est une question différente et qui est aussi pertinente selon les cas. Et puis, donc là, ici, ces graphiques-là représentent les mêmes pièges, mais cette fois-ci, c'est juste est-ce qu'il y en a ou s'il n'y en a pas. Donc, le pourcentage qui était positif, il y avait au moins un agrille pendant la saison. Et puis là, le portrait est un petit peu différent, puisque la seule différence qu'on observe, c'est que le prisme qui était placé en bas va être moins bon pour détecter la grille. Donc, les trois autres pièges, en autant qu'ils soient en hauteur, arrivaient à bien détecter la présence d'agrilles. Donc, quelqu'un qui veut vraiment juste savoir est-ce que j'en ai de la grille, ça va être suffisant. Donc, c'est possible d'utiliser n'importe lequel des trois pièges, mais ça va être important de le placer en hauteur dans la canopée et il faut que ça soit exposé au soleil. Je voulais mentionner, et j'insiste sur le mot mentionner parce que je ne serai absolument pas capable de répondre à aucune question là-dessus, mais j'ai mon collègue Kishan Sambaraju qui travaille en modélisation. Et puis lui, il va utiliser les données de piégeage d'un peu partout. Puis ce qu'il essaie de faire, c'est de faire des liens entre la présence d'agrilles et différents facteurs qui peuvent influencer la présence d'agrilles. Il va développer des modèles qu'il va comparer pour voir lequel est le plus performant, pour prédire un peu tout ça, pour voir qu'est-ce qui vient influencer. Donc, sur la carte, vous voyez, c'est tous les points où il y a eu des données. Donc, il collabore avec énormément de gens dans tout le pays pour avoir leurs données de collecte. Il regarde ensuite un petit peu au niveau du paysage, par exemple le climat, la présence de routes, l'importance des arbres ou des feuillus dans ces cellules-là. Et il va faire des liens dans tout ça pour essayer de prédire les infestations. Ma capacité de vous en parler s'arrête ici, mais je vous invite à le contacter si ça vous intéresse. Donc là, on a parlé de piégeage, détecter les adultes, c'est bien, mais chez la majorité des insectes, quand on trouve un adulte, on ne sait pas d'où il vient précisément. Selon la capacité de vol, on peut avoir une idée de la distance. Quand on piège une tordeuse des bourgeons de l'épinette, elle peut venir de très, très loin. Un agrille vient d'un peu moins loin, mais quand même, pour vraiment savoir d'où il vient, il faut trouver la larve qui, elle, est dans l'arbre. Donc, c'est la meilleure façon de savoir que cet arbre-là est infesté par la grille. La façon de faire ça, c'est de couper des branches, couper des arbres et d'aller regarder sous l'écorce là où la larve se trouve. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écorçage. Enlever l'écorce à petites couches. Donc, là, vous voyez dans deux cas, on avait travaillé à gauche, c'est Paul qui travaillait sur les plaines parce que le premier été où il y a eu la grille, on travaillait beaucoup avec les plaines et on n'avait pas le droit de sortir les échantillons au départ avant que ça soit réglementé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, ils ont eu quand même le plaisir de travailler sur les plaines. Il y a pire endroit pour travailler. Sinon, à droite, c'est Laurence qui travaille à la bûcherie. Donc, ça, peut-être certains connaissent, c'est un bâtiment qu'on a depuis quelques années au CSL qui est vraiment dédié à l'étude des insectes qui se développent dans le bois. Donc, c'est un labo où on peut se permettre d'être sale, de cochonner, comme on dit, et qu'on ne sera pas trop chicané. Donc, vous avez une petite vidéo qui vous montre ici à quoi ressemble l'écorçage en live. Donc là, vous avez Sébastien qui écorce sur cette vidéo-là. Donc, au début, il enlève le gros de l'écorce. Après ça, il faut vraiment y aller délicatement parce qu'on veut éviter, c'est d'enlever une tranche d'écorce trop épaisse qui ferait qu'on a raté un insecte ou d'en trancher un en deux. Donc, des fois, on arrache des têtes. Au moins, on le sait dans ce temps-là qui est là, mais on essaie d'éviter. Donc là, vous voyez, il a trouvé des galeries, comme par hasard. Et donc là, il peut suivre les galeries. C'est possible de dater les galeries aussi, savoir à peu près en quelle année elles étaient en fonction de où elles sont. C'est comme ça qu'on sait que généralement, quand on découvre la grille à un endroit, ça fait peut-être 3-4 ans qu'il est là. C'est en regardant les galeries. Et puis là, il a identifié où l'insecte est rendu.
probablement en préparation pour l'hiver pour se transformer en adulte. Et là, avec le ciseau à bois, il va chercher. Donc là, vous voyez, ça, c'est une prépupe, donc ou une pupe qui elle se prépare pour se transformer en adulte. Et donc là, il peut aller la chercher. Si on veut faire différents tests des mesures, bon, on va aller récupérer l'insecte. Donc, vous voyez cette jolie larve aplatie. C'est quand même une drôle de gueule. Et une autre. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour aller trouver les larves. Après, on peut quantifier le nombre de larves qu'il y avait, le nombre de galeries, les trous de sortie des adultes. Donc, on peut prendre toutes sortes de mesures pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait dans cet échantillon-là. On a une collègue à Sault-Sainte-Marie aussi, Krista Ryall, qui a donc développé une espèce de protocole de détection avec cette méthode d'écorçage-là. Donc, elle a fait toutes sortes de tests en regardant combien de branches il faut prendre dans un arbre, à quel endroit dans l'arbre, le diamètre des branches, la longueur, pour avoir la meilleure détection possible. Donc, parce qu'évidemment, si théoriquement dans un arbre, on a juste 2 larves d'agril, puis qu'on prend une branche, ça se peut qu'on rate les 2 larves qui sont présentes. Donc, elle a mesuré c'est quoi la meilleure façon, sans que ça devienne trop lourd, de façon qu'une municipalité puisse, de façon réaliste, aller faire un échantillonnage et savoir si elle a de la grille. Et donc, ça a été publié dans leur publication là, à Sault-Sainte-Marie, mais en gros, elle a déterminé qu'il fallait prendre 2 branches par arbre à mi-couronne, avec un diamètre minimal, parce qu'une branche trop petite, évidemment, ne sera pas attaquée par la grille, et une certaine longueur. Et elle a déterminé qu'il y avait une probabilité de détection de 74 quand elle utilisait cette méthode-là. C'est quand même bon. Donc, 3/4 des arbres qu'on va échantillonner, on va pouvoir déterminer de façon précise, exacte, si oui ou non il y a de la grêle dans ce sable. Donc, ça, c'est bien beau, mais nous autres, on avait envie d'essayer autre chose. Ça, c'est venu en discutant avec Christian et avec Sébastien Bélanger, qui avait fait sa maîtrise avec Christian. Lui avait utilisé ce qu'on appelle en anglais le CT scan, qui est réellement un scan médical. Puis il suivait les galeries de longicorne noire avec cet outil-là. Fait qu'on s'est dit, bon, on peut probablement l'utiliser pour voir dans un échantillon s'il y a de la grêle ou pas, sans détruire l'échantillon, sans avoir à enlever les cas. Donc, on a fait les tests. Donc, ça, c'est en collaboration avec l'INRS. On va donc passer la bûche dans le scan, puis ça va détecter les différences de densité, ce qui nous permet de voir les galeries, de voir les larves, de voir les prépupes. Donc, on ne voit pas tous les insectes, on arrive aussi à voir les galeries comme telles. Ça donne ça, les images qu'on voit, mais ça, on a sur une bûche, on a toutes les images, toutes les tranches possibles dans tous les sens, on va les avoir. Ici, on en a pris quelques-unes où on voit des insectes, donc ce qui est encerclé en rouge, c'est la grille du frein. Donc, c'est quand même intéressant, on arrive à bien le voir. On a voulu quand même quantifier, comparer. Donc, on a pris des échantillons qu'on scannait, on cherchait les insectes, et ensuite, on les a écorcés. On m'excluant tout le temps, quand je parle. On les a donc écorcés pour aller voir est-ce qu'on trouve le même nombre. C'est pas toujours le même nombre. Donc là, je vous explique un peu. On a séparé un petit peu si on prend une branche versus un tronc, donc l'échantillon pas de la même taille. Si on regarde TDM, c'est pour tomodensitométrie, donc c'est le scan, versus l'écorçage. Donc, dans une branche, on arrive à peu près au même nombre. Donc, ça va bien. Dans les troncs, par contre, on voit une différence. On en trouvait plus par écorçage qu'avec le scan. Donc, exactement pourquoi, c'est pas clair. Est-ce que c'est une question de la taille de la larve? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'investiguer. Éventuellement, on voudrait peut-être tester avec l'intelligence artificielle pour avoir une détection automatique des larves. Et là, on dit peut-être qu'une machine aurait un petit peu plus de capacité de détection que nous, nos yeux. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait développer dans le futur. Mais pour le moment, c'est ça. Mais le fait est qu'on arrive à les détecter, les larves. Donc, selon ce qu'on veut faire, si on ne veut pas détruire l'échantillon parce qu'on voudrait suivre dans le temps ou autre, c'est possible. Quand on se rencontre entre nous puis qu'on rêve un peu, là, on part dans nos histoires de chercheurs, on rêve d'en avoir un portatif. On pourrait passer sur l'arbre debout, donc ne pas avoir à récolter d'échantillons du tout. Donc, on pourrait savoir si un arbre qui est debout, qui est vivant, a de la grille ou pas, sans avoir à récolter. On ne sait pas si ça va arriver, mais on a le droit de rêver. La question qui se pose aussi, qu'on se fait poser, c'est quoi la différence en coût? C'est sûr qu'un scan médical, j'en ai pas chez nous. Une plane, c'est assez facile à acheter. Donc, il y a une différence au niveau du coût, ça, c'est certain. Donc, le scan, avec l'INRS, on doit payer à l'heure pour scanner nos bûches. Évidemment, alors qu'écorcé, comme tel, n'a pas de prix. Ensuite, en parenthèse, c'est une estimation du prix du personnel.
écorcer demande beaucoup de temps, vous avez les heures en dessous. Donc, c'est toutes des heures de personnel qu'il faut payer, les gens qui doivent le faire, alors que pour le scan, bien, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ça peut toujours être une question, c'est quoi le budget, c'est quoi les ressources de personnel que vous avez, c'est quoi vos délais dans lesquels vous allez avoir les réponses. Donc, tout ça, c'est des éléments qui vont jouer. Et dans les deux cas, plus on le fait rapidement, plus on a des chances d'avoir des bonnes données parce que quand les larves, surtout les toutes petites, sont vieilles, ils se dessèchent et ça devient plus dur à détecter, autant par le scan que par l'humain. Je pourrais en parler à mes employés, ils trouvent ça très difficile. En plus, les échantillons qui sèchent, c'est plus dur d'écorcer, donc c'est ça des choses à prendre en compte. Par contre, ce qui est le fun avec le scan, c'est qu'on a des belles images et ça nous permet de prendre certaines mesures qui sont un petit peu plus difficiles quand on a dû écorcer, donc détruire l'échantillon, notamment la profondeur où on trouve les insectes. Ça, la profondeur, si je parle de la grille du frêne, mais c'est vrai pour plein d'autres insectes, ça peut être important dans une optique un petit peu peut-être d'industrie ou de transport de bois. Donc, si on veut pouvoir transporter du bois dans lequel on sait qu'il n'y a plus d'insectes, mais ça, c'est un élément important. Qu'est-ce qu'il faut enlever? À quel point il faut enlever d'écorce ou de bois pour s'assurer qu'on n'aura plus d'insectes? Donc, ça, c'est très facile à mesurer avec les images de scan. Ici, c'est comparé encore branche et tronc. J'ai mis la moyenne, mais dans le fond, ce qu'on veut réellement, c'est un petit peu le maximum parce que quand on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'insectes, il ne suffit pas de dire en moyenne, on enlève tous les insectes. Non, il faut tous les enlever. Donc, il faut que les plus profonds, on les ait enlevés. Et dans le plus profond qu'on avait eu, c'est près de 2 cm tous les cas. Et ce qui est intéressant ici, j'ai mis en relation le diamètre de l'échantillon et la profondeur dans laquelle on trouve. Et ce qu'on voit, c'est que plus notre échantillon est gros, donc on a un gros arbre où on est dans le tronc plutôt que dans la branche, et plus les insectes vont être profonds. Donc, c'est quand même intéressant. Autre méthode de détection qui est en développement, et comme pour Kishan, je ne vais pas aller trop en détail, mais c'est le projet d'Armand Séguin qui utilise la génomique pour détecter la présence d'agriles. Donc, c'est super intéressant. Il m'expliquait d'abord, il faut que le génome de l'arbre soit connu pour pouvoir faire ça. Et là, à partir du génome, il essaie de voir les gènes qui seraient exprimés spécifiquement en cas d'attaque d'agriles. Et ça permet d'obtenir les protéines qui seraient présentes dans les cas d'attaque d'agriles. Et puis, quand on arrive sur un arbre, là, vous voyez Philippe qui va prendre une petite rondelle d'écorce. Ces rondelles-là sont maintenant plus petites parce que la taille du poinçon est rendue plus petite. Et puis là, en pressant avec un simple pressage d'IKEA, ça permet d'extraire du jus d'écorce, mais tu sais, c'est le contenu de cellules, un peu de sel, de mettre ça dans un petit tube et là, d'essayer d'identifier la présence de protéines qui ont été préalablement identifiées comme étant présentes dans les cas d'attaque d'agriles. Donc, Armand me disait que ça, c'est les étapes qui sont en développement, donc trouver les anticorps avec les protéines et s'assurer d'avoir une combinaison de protéines qui identifie la présence d'agriles et pas d'une autre maladie ou d'un autre stress. Donc, c'est quelque chose qui est en développement. Encore une fois, je vous invite à en parler avec Armand, qui est présent ici ce matin. Donc, ça, c'est pour la détection. Donc, c'est bien pour le détecter. Maintenant, vous savez que vous en avez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais parler de 3 méthodes de lutte. La coupe des arbres, la lutte avec les insecticides et la lutte biologique. Coupe des arbres, c'est ça dont on entend le plus parler parce qu'on le voit beaucoup dans les médias. Ça paraît drastique comme méthode. Les gens réagissent beaucoup dans les villes parce que tout d'un coup, ils perdent leurs arbres, ils perdent l'ombrage. Je le comprends tout à fait. Sauf qu'il y a des cas où il n'y a pas le choix. Donc, quand on a un arbre, comme j'avais montré tantôt, qui est rendu au niveau du tronc, qui est complètement attaqué, cet arbre-là est voué à mourir. Donc, là, il peut y avoir un problème de sécurité au niveau d'un arbre mort qui va être présent en ville. Mais en plus, c'est un arbre qui devient simplement une source d'agriles pour les arbres autour. Donc, on a trouvé des centaines parfois d'agriles dans un seul arbre. Donc, vous pouvez imaginer tous les agriles qui peuvent aller attaquer les arbres autour. Donc, il y a un moment où on n'en a pas le choix des fois de couper des arbres parce qu'ils sont trop infestés. Quand on coupe des arbres, la gestion des résidus est super importante. Comme je disais, c'est quelque chose qui est réglementé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Mais même à l'intérieur d'une zone réglementée, c'est quand même une bonne pratique. Il faut détruire les résidus, il faut s'assurer de ne pas déplacer parce qu'on peut déplacer l'insecte avec. Donc, quand on travaillait sur les plaines, surtout au début, quand on n'avait pas le droit de sortir les échantillons, il y avait du déchiquetage qui se faisait sur place sur les plaines avant même de pouvoir transporter quoi que ce soit. Et puis, c'est vrai aussi pour le bois de chauffage, d'ailleurs, il ne faut pas le déplacer pour les mêmes raisons. Et puis, quand je vous disais que ça favorise les collaborations,
on a vu Radio-Canada qui s'est retrouvé à booster la déchiqueteuse qui est en panne de batterie. Donc, ça rapproche les gens, la grêle du frêne. On peut lutter avec un insecticide dans le cas où l'arbre est très peu attaqué encore. Donc, au tout début, un arbre qui est encore en santé, il y a peut-être quelques agriles, mais pas de façon importante, c'est pas rendu dans le tronc. Donc, il y a des insecticides qui s'injectent, donc notamment le triazin, qui, en fait, va aller dans la sève et puis va tuer les insectes qui se nourrissent. Il y aurait probablement aussi un impact sur les adultes qui peuvent venir grignoter le feuillage. Donc, ça va protéger l'arbre. Évidemment, ça ne le protège pas de façon indéfinie. On parle de 2 ans parce qu'à un moment, l'insecticide sera plus présent, sera plus actif. Et donc, après peut-être 2 ans, s'il y a des nouveaux agriles qui viennent pondre, des larves qui vont dans l'arbre, bien là, il va falloir refaire une injection. Donc, c'est une solution qu'il faut répéter, mais c'est une solution qui est possible sur un arbre qui est encore en santé. Ce dont je veux parler un petit peu plus au niveau de la lutte, c'est la lutte biologique. C'est un petit peu moi, mon dada. Donc, la lutte biologique, je vais commencer par bien définir les termes. Lutte biologique, c'est quand on utilise un organisme vivant pour combattre un autre organisme vivant. Du vivant contre du vivant. C'est quoi un organisme nuisible qu'on pourrait se débarrasser? C'est complètement basé sur nous, cette définition-là. Donc, c'est nous qui définissons ce qui est nuisible. Donc, en agriculture, c'est un insecte qui va manger nos récoltes, mais ça peut être une souris que vous ne voulez pas dans votre grenier, ça peut être un moustique que vous ne voulez pas, qui vous dérange en camping. Donc, la définition de nuisible est vraiment dépendante de l'être humain. Mais une fois qu'un organisme nuisible a été identifié, il est possible d'utiliser un agent de lutte dans certains cas. On va mettre 3 catégories. On parle de prédateurs, de parasitoïdes et de pathogènes. Je vais parler un peu plus des parasitoïdes, parce que ça, c'est vraiment, vraiment mon dada. C'est quoi un parasitoïde? Bien, ce que vous voyez là, c'est un parasitoïde. Donc, c'est un insecte qui est dans la même famille que les guêpes, mais qui est généralement minuscule. Ce que vous voyez ici, c'est une femelle qui est en train de piquer une larve. Donc, vous voyez l'ovipositeur qui rentre dans la larve, la tige au bout de son abdomen. Et puis, elle est en train de déposer un œuf dans la larve qu'on va appeler un hôte. Dans ce cas-ci, l'hôte, alors que vous voyez, c'est une larve de mouche à fruits, de drosophile. Et puis là, l'œuf de parasite va éclore et va dévorer son hôte de l'intérieur. Vous vous doutez que ça va le tuer, et c'est ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on peut utiliser ça à notre profit. Donc, je vous rassure, des parasites humains, ça n'existe pas, du moins pas dans la vraie vie, parce que Alien, c'est exactement un parasite humain selon la définition. Donc, c'est ça, font ses œufs, ça se développe dans un autre, après ça, ça sort de façon très, très imagée dans les films. Mais il n'y en a pas, je vous rassure. Généralement, les parasites sont des insectes et leurs autres sont généralement aussi des insectes. Ça ressemble à ça, c'est souvent des insectes de la famille des guêpes ou des mouches qui vont être assez spécifiques dans leurs autres qui peuvent attaquer. Donc, ils ne peuvent jamais attaquer un peu tout et n'importe quoi. Donc, des fois, ça va être spécifique dans des œufs de papillons. Des fois, c'est une seule espèce, donc ça dépend des groupes de parasites. Quand on fait de la lutte biologique, on la classe en 2 gros groupes et je vais parler des 2 dans le cas de la grêle du frêne. Donc, on peut faire de la lutte augmentative. Dans ce cas-là, il y a déjà des ennemis naturels qui sont présents, mais ils ne sont pas suffisants pour contrôler. Donc, on va augmenter leur nombre. Et dans le cas de la lutte classique, on va prendre un nouvel ennemi et on va l'apporter là où il n'était pas présent. Le meilleur exemple de lutte biologique, vous avez des souris chez vous, ça se peut que vous fassiez appel à un féroce prédateur qui est le chat. Donc, c'est de la lutte biologique quand vous faites ça, tout simplement. Donc, dans le cas de la grêle du frêne, à la base, c'est les Américains qui ont commencé le programme de lutte biologique. Et puis, la première question, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a ici, en Amérique du Nord, qui s'attaque à la grêle. Donc, ça, c'est la base. Ils ont regardé les parasites, vous en avez quelques-uns ici. Oui, on en a, mais comme je disais tantôt, le problème, c'est que les parasites qu'on a ici ne reconnaissent pas la grêle du frêne souvent comme étant un autre potentiel parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne l'ont jamais vu avant. Donc, les taux d'attaque sont très, très bas. Moins de 1 %, c'est évidemment pas assez pour venir contrôler un insecte. Il y a des prédateurs, certaines guêpes prédatrices, donc c'est ce que vous avez à gauche, mais aussi des oiseaux comme les pics-bois. Donc, les pics-bois peuvent avoir quand même une bonne importance, un bon impact sur les larves dans un arbre, mais globalement, ce n'est pas suffisant non plus. Puis ça fait aussi que c'est souvent un indicateur de la présence de la grêle. Si on a un frêne avec beaucoup de trous de pics-bois, il est possible que c'est parce qu'il a trouvé un buffet de grêle. Et puis, il y a les champignons, donc des champignons pathogènes qui s'attaquent aux insectes. Il y en a qui sont présents naturellement, mais ça fait aussi l'objet d'un projet qui a été développé par Robert Lavallée ici, mais aussi avec Claude Gartin à l'INRS. Puis là, dans ce cas-là, on parle de lutte augmentative parce que c'est un champignon qui est déjà présent.
Beauvaria bassiana, et on veut l'augmenter pour augmenter son impact sur les agrilles. Donc, ils ont développé un système. Déjà, il a fallu trouver une souche, évidemment, qui allait attaquer la grille, qui allait causer la mortalité de la grille et de pas trop d'autres insectes. C'est toujours ça l'idée dans la lutte biologique. Donc, ils ont fait toutes sortes de tests, vérifier la mortalité, mais ils ont aussi développé un piège. Donc, là, ce que vous voyez, c'est une genre de pochette qui contient le champignon. Et l'idée, c'est qu'ils ont carrément pris le même piège, le piège d'une graine qui sert à détecter l'insecte, mais au lieu d'avoir un bocal collecteur en bas, ils ont mis la pochette de champignons. Fait que l'insecte, là, c'est artificiellement, mais l'insecte va tomber sur la pochette, se retrouve rempli, couvert de spores de champignons, mais il n'est pas coincé. Donc, il va ressortir, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va probablement partir à la recherche d'un partenaire sexuel, et là, il va transmettre la maladie. Donc, ça permet d'introduire une maladie, mais aussi qu'elle se répande sans qu'on ait, nous, à le faire. Donc, c'est extrêmement ingénieux. Là, c'est des tests qui étaient faits, entre autres, pour quantifier là, au niveau de la mortalité, ce genre de choses-là. Et donc, ça tue bel et bien la grille de façon plus rapide que s'il mourait de sa belle mort. En ce moment, ça a été repris par une compagnie, GDG, qui est en train de faire un processus d'homologation, mais aussi de faire différents tests. Parce que dans tous les cas, le biologique, ce qui est souvent difficile à quantifier, c'est l'impact réel sur la population. Donc, on sait que ça cause la mort des agrilles, mais est-ce que ça cause une mortalité suffisante pour avoir un impact sur la population? Donc, c'est des choses qui sont en ce moment à l'étude, qui sont vérifiées. Le dernier projet dont je veux parler, c'est la lutte biologique classique. Donc, comme je disais, ça, c'est quand on va chercher un insecte ailleurs et qu'on l'amène dans un nouvel endroit. Suite au constat des Américains qu'il n'y avait pas assez d'ennemis naturels ici pour arriver à contrôler la grille, bien, ils sont allés voir dans la zone native de la grille, qui est l'Asie. Et puis, là, les photos en bas, c'est les gens sur Sainte-Marie qui sont impliqués. C'est sur Sainte-Marie qui avait initié le projet au Canada avec les Américains, parce que c'est en Ontario que l'insecte avait été trouvé d'abord. Donc là, ce que je vous montre, la grille est arrivée, il est arrivé tout seul. Donc, il y a son petit parasite qui est toujours en Asie, qui n'a pas traversé avec lui, ce qui fait qu'il n'est pas ici contrôlé de façon naturelle. Et donc, ce qu'ils ont fait, bien, ils sont allés voir c'est qui ces parasites-là, et ils les ont amenés ici. Je tiens à préciser que c'est extrêmement contrôlé. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, on ne peut pas ramener n'importe quoi dans nos valises comme on veut, évidemment. Là. Donc, ça, c'est contrôlé autant aux États-Unis qu'au Canada de façon indépendante. Donc, il doit y avoir beaucoup d'études d'impact qui sont faites avant de pouvoir faire ce genre de choses-là. Et donc, avant que l'Agence canadienne d'inspection des aliments mette son hockey et dise « vous pouvez l'introduire ». Donc, c'est très contrôlé. Il y en a théoriquement 4 qu'on peut utiliser au Canada et aux États-Unis. Je dis théoriquement parce qu'au Canada, on n'en utilise que 3 parce qu'il y en a un qui est un petit peu trop frileux pour nos climats. Donc, on a laissé tomber. Donc, le premier, celui-ci, c'est celui qui est utilisé depuis plus longtemps, Tetrapithecus planitensis, qui n'a aucun nom commun, c'est super le fun. Donc, qui attaque les larves de la grille. Attaquer les larves, ce que ça implique, c'est qu'il doit percer l'écorce pour aller pondre sous l'écorce dans la larve. Ça, c'est une belle photo gros plan. Dans les faits, c'est la taille d'un grain de riz. Donc, l'ovipositeur, la partie qui doit percer l'écorce, est donc une fraction d'un grain de riz. Et la contrainte avec cette espèce-là, c'est justement qu'elle ne peut pas percer des écorces trop épaisses. Donc, c'est la limite. Elle va protéger des plus petits arbres de la régénération ou des plus petites branches, mais ne pourra jamais attaquer une larve dans un gros tronc qui a une écorce qui est assez épaisse. Cette espèce-là est considérée comme établie dans différents endroits au Canada. Elle a été relâchée pour la première fois en 2013. Et puis, dans les endroits où elle est établie, qui inclut notamment Montréal, il y a jusqu'à 34 de parasitisme. Donc, jusqu'à 34 des larves d'agriles qui sont tuées par le parasitisme. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aux États-Unis, on fait des études pour voir, c'est bien beau, tu sais, dans le cadre de la recherche, on définit un site, tu sais, bien un nombre d'arbres, une superficie et tout, mais après, une fois qu'on a arrêté de l'introduire, bon, on veut vérifier, il faut qu'il puisse s'étendre après ça selon la présence de la grille. Et puis, 4 ans après les lâchers, ils ont trouvé des tétrapithecus jusqu'à 20 km des endroits où ils ont lâché. Donc, après ça, l'insecte va partir lui-même à la recherche d'agril, va finir par se tendre. Donc, même quand le projet de recherche comme tel va être terminé, l'insecte, lui, va continuer par lui-même de poursuivre et de suivre la répartition de l'agril. Donc, vous voyez ici sur la carte, il y a un code de couleur en fonction des années, mais en gros, c'est tous les sites où l'insecte a été introduit, donc Ontario, Québec et au Nouveau-Brunswick.
On a un site ici dans la ville de Québec. On n'a pas terminé. On l'introduit pendant 2 ans. Puis après, on retourne. C'est là qu'on va savoir s'il est établi ou pas. Donc, vous voyez la photo à gauche. Vous voyez des petites bûchettes. C'est la façon de l'introduire. Donc, on a des petits diamètres de freine là, qui vont avoir des larves d'agriles à l'intérieur. Ces bûchettes-là vont être exposées à des femelles parasitides pour qu'ils pondent leurs œufs à l'intérieur. Fait que là, on se retrouve avec une bûchette qui contient des larves parasitées. Donc, ce qui va sortir, ce n'est pas des agriles, c'est des parasitées adultes qui eux-mêmes vont partir à la recherche d'agriles et les attaquer. Donc, nous, on a juste à les installer sur les arbres quelques jours avant qu'ils soient prêts à sortir. Et après, ils vont sortir et ils vont faire le travail eux-mêmes. Il y a une deuxième espèce qui attaque les larves qui a été aussi introduite. Vous voyez, par les années, c'est beaucoup plus récent. Donc, on n'a pas de données encore pour le Canada. On ne sait pas si elle est introduite. Et la raison pour laquelle les Américains sont retournés en chercher une autre, c'est justement parce que celle-là, elle est un petit peu plus grosse. Un petit peu plus grosse, ça reste très petit, là, je vous rassure. Donc, elle peut percer une écorce qui est plus épaisse et donc protéger un arbre qui aura un diamètre plus grand. Aux États-Unis, considéré comme établi, ça va jusqu'à presque 50 % de la mortalité, donc c'est quand même intéressant. Et puisque c'est plus récent, ben, on a moins de sites où ça a été introduit là, au Canada. Les deux dont je viens de parler attaquaient les larves, mais on en a une aussi qui attaque les œufs. Donc, on essaie d'y aller sur plusieurs fronts. Avoir des parasites des œufs, des larves, éventuellement des champignons qui attaquent les adultes, dans un but, tout ça, de se retrouver avec un système qui va atteindre un certain équilibre. Encore une fois, jamais l'éliminer complètement, mais peut-être juste abaisser ces populations, permettre quand même aux freines d'arriver à demeurer. Donc, celui-là attaque les œufs. Donc, vous pouvez imaginer, cette petite bestiole sort d'un œuf. Donc, c'est minuscule. Là, on parle limite de la taille d'un grain de poivre. Donc, depuis 2015 au Canada, ça a été introduit, puis c'est considéré comme établi à plusieurs endroits, jusqu'à 30 % de mortalité. Ce que vous voyez, la photo là, avec les points noirs, ce sont des œufs d'agril. Et typiquement, chez les insectes, quand un œuf est noir, souvent, c'est parce qu'il est parasité. Encore une fois, vous avez la carte où on les a introduits. Sur la photo, ce que vous voyez, c'est la façon de les introduire. Comme l'œuf n'est pas à l'intérieur sous l'écorce, c'est des petites boîtes à pilules modifiées qui vont contenir des œufs qui ont été parasités. Donc, c'est la façon, celui-là, de l'introduire. Et donc, ça aussi de plusieurs endroits là, au Canada, dont à Québec, ça a été introduit. Je peux aussi vous rassurer, c'est des insectes qui sont, comme je disais, très spécifiques. Donc, peuvent surtout pas attaquer aucun vertébrés, mammifères, oiseaux, nous, c'est vraiment spécifique aux insectes, c'est spécifique à un genre particulier et dans le cas de ces particules, c'est spécifique à la grille du frein. S'il n'y a rien d'autre, s'il n'y a pas de grille du frein, ils vont tout simplement mourir. Donc, ça, c'est bien beau tout ça. Ça a quel impact? On sait qu'ils s'établissent, on sait qu'ils vont se disperser autour des sites et on sait qu'ils vont attaquer les agriles à différents niveaux. La question, c'est est-ce que ça change quelque chose ou pas? C'est toujours la grande question. Et on a juste une ville de Québec. Donc, on a beau en introduire, on ne peut pas comparer ce qui serait arrivé s'il n'y en avait pas. Il y a quand même des façons d'évaluer ça. C'est quelque chose qui est en cours parce que tous les sites ne sont pas terminés encore. Donc, on n'a pas encore de mesures complètes et ça risque. On a probablement besoin d'un certain nombre d'années après pour voir vraiment si on a eu un effet. Mais les Américains qui ont commencé avant nous ont certaines données déjà qui sont publiées. Ce qu'ils ont établi, ça, c'est une étude domiciliaire. La régénération serait probablement protégée, entre autres, vu que les parasites ont une certaine limite au niveau de l'épaisseur des corps, comme je disais, la régénération est probablement un petit peu plus susceptible d'être protégée. Mais ils ont aussi vu ce qui semble être une baisse de mortalité chez les gros arbres. Donc, il y aurait plus que la régénération qui serait protégée. Ils disent tout ça de façon un petit peu avec prudence, parce que ce qui conclut, c'est qu'il va falloir attendre plus d'années avant de pouvoir vraiment savoir. Mais ça semble prometteur, on est en bonne voie et on arriverait peut-être avec ça à justement apprendre à vivre avec la grille du frein, qui est bel et bien partie pour rester. Donc, je voulais mentionner tous ces collaborateurs que j'ai déjà mentionnés, donc c'est hyper précieux. Au-delà de tous ces beaux noms d'organisations, de ministères et autres, il y a des humains, il y a des gens qui travaillent. On a des super équipes, moi puis Robert, on est hyper choyés vraiment. On a des gens dévoués, joyeux, c'est vraiment un plaisir de travailler. Les gens qui connaissent mon équipe noteront peut-être un grand absent de toutes ces belles photos. J'ai parfois l'impression que dans mon labo, on joue à Où est Simon? Donc, quand je demande de prendre des photos de terrain, ce qui me revient, c'est ça. Fait qu'on n'a pas une seule photo où Simon est entier sur une photo.
Donc, peut-être que c'est parce qu'il ne veut pas apparaître, mais j'ai décidé de lui faire un mini-hommage pour lui montrer que ça ne sert à rien de ne pas apparaître sur une fois. Voilà, merci. Alors, merci Véronique. Mon nom est Pierre Godbout. Je vais animer la période de questions. Donc, la façon de procéder pour poser une question. Si vous êtes en région, vous pouvez poser votre question à partir de la boîte de chat. Ou sinon, vous pouvez sélectionner votre nom, sélectionner l'icône main levée et je vais pouvoir vous nommer. Puis vous n'aurez qu'à appuyer sur l'étoile 6 pour poser votre question, pour enlever le mode discrétion. Et pour les participants en salle, ben, je vous invite à vous avancer au micro. Dans les deux cas, je vous demande de vous nommer l'organisation que vous représentez. Donc, est-ce qu'il y a une question en salle? Jean-Martin Hussier. Merci de la présentation. J'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce qu'on a dans l'histoire des exemples où des parasitoïdes ont évolué, des parasitoïdes d'intrusion ont évolué puis ont diversifié leur diète par la suite? Pas à ma connaissance. Les parasites sont vraiment très contraints par leur spécificité, leur gamme d'hôtes. Ce qui peut se produire, par contre, c'est certains parasites qui vont attaquer différentes larves de l'épidoptère ou différents. Et bien là, ils peuvent parfois, une larve qui n'était pas connue comme un autre peut le devenir, mais c'est parce qu'elle est dans la bonne famille ou dans le bon taxon. Donc, c'est ce genre de choses qui pourraient se produire. Donc, dans le cas des parasites d'agril, le risque pourrait être un autre agril, un agril du bouleau, mais pas un longicorne ou autre, parce que c'est juste pas possible, ils n'arrivent pas à se développer. Merci. Ma deuxième question, c'est, bon, on ne vise pas nécessairement, on aimerait, mais je pense pas qu'on va réalistement vouloir éradiquer l'insecte. Ce serait quoi le niveau de population ou de dommages qui serait acceptable? C'est une bonne question. Je ne suis pas vraiment capable de te répondre, de quantifier. Je te dirais que ce qui permettrait qu'on continue à avoir des freins serait probablement un bon niveau. Donc, qu'il y ait des freins qui réussissent à survivre, je pense que déjà, ce serait quelque chose d'à peu près acceptable. C'est sûr qu'il va falloir qu'on revive certaines choses. Je ne pense pas qu'il y ait des municipalités qui vont replanter du frein, même si on arrivait à un niveau qu'on appelle acceptable, mais au moins de préserver le frein. Et puis après, bien, le frein peut être utilisé de différentes façons par différentes communautés. Donc, ça aussi, c'est une préoccupation. Que les gens qui l'utilisent puissent continuer à avoir la ressource pour l'utiliser. On va passer avec une question en région de Alexandre Truchon-Savard. Est-ce qu'on sait si les taux de survie des larves en cycle de 2 ans versus 1 an sont différents? Bonne question. Je ne sais pas. Là, je vais regarder mon collègue Robert, voir si lui a un élément de réponse. Il se rend dans son micro pour... Bonjour, Robert Lavallée, Service canadien des forêts. Ce qu'on en sait, c'est que lorsque les premières cohortes, les premières larves arrivent sur les arbres nouvellement affectés, ce sont des arbres qui sont sains, donc sont pleins de vigueur, puis se défendent bien. Donc ces larves-là ont tendance à avoir une mortalité qui est beaucoup plus importante. Donc, pas tout à fait égale. Puis ce qu'on sait, c'est que sur les arbres qui, eux, ont perdu de la vigueur, ben, on retrouve des larves qui, elles, vont se développer sur un cycle d'1 an. Donc, en lien avec la vigueur de l'arbre, oui, l'insecte va plus ou moins en arracher. Donc, à ce niveau-là, il y a probablement une différence marquée. Merci, Robert. Une autre question en région de Dominique Barrette. Est-ce que la lutte biologique fongique est plus efficace que celle du parasite avec des insectes ou le contraire? On n'est pas vraiment en moyen pour le moment de dire ça, parce que, comme je disais, c'est difficile de quantifier les impacts. Mais l'élément de réponse que je voudrais apporter, c'est que l'idée, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre. L'idée, c'est d'avoir un ensemble d'outils qui permet d'obtenir un équilibre. Donc, éventuellement, ce qui serait le fun, c'est qu'il y ait les deux en même temps. Donc, on augmente la mortalité des œufs avec des parasites des œufs, celle des larves avec les parasites des larves. Puis une fois que les adultes qui ont quand même survécu, bien là, on aurait l'échantillon pour les attaquer. Donc, c'est vraiment de combiner différents outils de lutte plutôt que d'en sélectionner un seul.
On va passer avec une autre question en région de Nathalie Chaperon. Alors, bonjour, j'aimerais savoir si les parasitoïdes utilisés dans la lutte biologique sont originaires de l'Asie. Sinon, comment font-ils pour reconnaître la grille s'ils n'y ont jamais été exposés? Oui, ils viennent d'Asie. Il y en a qui viennent de Russie et de Chine, si je ne me trompe pas. Et c'est pour ça qu'ils reconnaissent la grille parce qu'ils ont coévolué avec. Dans le cas de nos parasitoïdes indigènes ici, quand on en trouve, peut-être que ça va augmenter avec le temps parce qu'ils vont apprendre à le reconnaître. Les parasitoïdes peuvent apprendre d'une certaine façon. C'est une récompense. Donc, s'ils arrivent ils trouvent un autre dans lequel ils peuvent fondre, ben ils vont faire ça c'était un bon indice, donc ils vont apprendre à reconnaître les odeurs. Mais souvent, un insecte avec le même style de vie ou de niche ou le même arbre dans lequel il se développe va amener des odeurs, soit que l'insecte lui-même aimait ou que la plante aimait, et c'est comme ça qu'un parasite va trouver son autre. Donc, des fois, par les odeurs émises par l'arbre, par exemple, un parasite peut se retrouver à reconnaître un autre, même s'il ne le connaît pas, mais des fois, ça peut être un peu plus long. On a une autre question en région de M. Rodrigue Forger-Rochette, ingénieur forestier. Est-ce que vous croyez que nous serons en mesure, à l'aide de la lutte biologique, de réduire le nombre de traitements au triazin, soit 1 aux 2 ans? C'est pas impossible, je dirais. Une des choses, par contre, qu'il va falloir qu'on évalue, c'est quelque chose, moi, que j'aimerais un petit peu investiguer, c'est que le triazin se fait beaucoup en ville. La lutte biologique avec les parasitides, on va dans des boisés pour le moment, parce que le parasite doit trouver des hôtes, donc de la grille pour réussir. En ville, ben, c'est beaucoup plus disparate. Il peut y avoir des rues, il n'y en a plus du tout. Il peut y avoir des coupes qui vont venir affecter la disponibilité des hôtes. Donc, pour le moment, c'est probablement des méthodes qui ne sont pas utilisées dans les mêmes habitats. Ce qui reste à voir, c'est est-ce que les parasites vont finir par s'établir en ville ou pas? Ça apporterait un élément de réponse. Si les parasites s'établissent et qu'ils arrivent à venir diminuer les populations, peut-être que les injections au triazin ne seront plus nécessaires. Mais s'ils n'y arrivent pas parce que c'est trop isolé, les distances entre les freins sont trop grandes en ville, ben là, c'est possible que ça ne change pas la donne. On va passer avec une question en salle. Peut-être baisser le micro. Bonjour, Emmanuel Boulefroy du CERFO. Là, ma question évolue en fonction de votre dernière réponse. J'avais compris que les parasitoïdes au Québec avaient été testés à Montréal et à Québec. Oui. Là, vous dites que c'est dans des boisés, c'est pas en milieu urbain? C'est souvent des boisés urbains, mais c'est pas en ville, dans des rues. OK. Ma question, c'est est-ce que on peut envisager que les parasitoïdes finalement se répandent à l'ensemble des boisés urbains, mais aussi en milieu forestier? Est-ce qu'aux États-Unis, ils occupent des milieux forestiers, ils ont réussi à faire en sorte qu'on colonisent finalement une large étendue de l'habitat du frêne? Oui, et là, je vais peut-être parler un petit peu à travers mon chapeau. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils ont un petit peu plus de forêts dans lesquelles ils lancent les parasites qu'il y a des boisés urbains. Nous, on en a peut-être un peu plus des boisés urbains, mais l'objectif, ce serait ça, que le parasite se retrouve à être partout où la grille est. Un boisé urbain, la forêt, la ville, c'est ça l'objectif. Va falloir voir si ça se produit. Puis peut-être qu'entre les trois espèces qu'on utilise, ils n'auront peut-être pas tous la même réponse parce que un Tetraticus qui est un petit peu plus gros que Aobius, qui faisait un grain de poire, peut-être qu'au niveau de leur capacité de vol, de dispersion, des distances qu'ils peuvent parcourir, peut-être que ça va changer ça. Mais ce serait l'objectif, oui. Donc, ils ne sont pas rendus là aux États-Unis non plus? Ils ont commencé à quantifier des données où on serait en ville. J'en ai pas connaissance, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais eux, généralement, ils vont faire du piégeage en forêt pour voir s'il est répandu. On va passer avec une autre question en région de Pierre Dubois. Est-ce qu'il y a un espoir de contrôle de la grille pour la présente épidémie? Ça dépend ce qu'on dit par contrôle. Et puis, on parle de présente épidémie. C'est pas comme la tordeuse où ça va monter, descendre, s'il est installé, puis il risque de rester pas mal comme ça. Il y a un espoir de diminuer ces impacts. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un contrôle? Je ne sais pas. On n'arrivera jamais au point où on va continuer à planter du frêne, ça c'est certain. Mais oui, il y a un espoir du moins que ces impacts sont un peu moins grands puis qu'on arrive à empêcher la mortalité de certains frênes qui ne sont pas encore trop attaqués. Une autre question en région de Louis Brunet.
Est-ce que le frêne en milieu naturel semble plus résistant ou moins attaqué que le frêne en milieu urbain? On parle beaucoup plus de la grille en milieu urbain. La grille aime aussi quand c'est ensoleillé, exposé, donc ça fait aussi qu'on va le trouver beaucoup plus en milieu urbain ou quand c'est exposé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être présent en forêt. Souvent, on va moins le chercher en forêt aussi. Fait que ça, c'est un autre aspect qui peut venir confondre un petit peu au niveau des données, parce que si on ne le cherche pas, c'est sûr qu'on ne le trouve pas. Non, autre élément, c'est sûr que plus un arbre est stressé de façon générale, puis il va être susceptible. Donc, des fois, les arbres en ville sont plus stressés, ça peut amener aussi ça un effet. Alors, on va passer avec une question en salle. André-Tis, Service canadien des forêts. Tu as montré un graphique au début de ta présentation où tu montrais la différence des stades larvaires échantillonnés dans différentes localités. Est-ce que comment est-ce que c'est ça? C'est une différence de latitude avec plus de 2 ans, plutôt on est au nord? Oui, ça, c'est quelque chose d'important, c'est le climat. Donc, plus il fait froid, puis il semble que plus ils vont mettre du temps à se développer, ce qui fait que là, on n'a pas tous des insectes au même stade au moment où on les attendrait. Donc, ça, c'est une partie de l'explication du cycle de 2 ans. Mais il y a aussi la vigueur de l'arbre qui peut expliquer ça. Et là, dans ce cas-là, ça peut dépendre, ça fait combien de temps que l'arbre en question est attaqué. Parce que plus, comme Robert mentionnait un peu, plus l'arbre est vigoureux, plus il va pouvoir se défendre, donc l'insecte va avoir plus de mal à compléter son cycle. Et là, des fois, ça va y prendre un peu plus de temps. Donc, c'est les deux grands aspects qui vont jouer là-dessus. Une autre question en région de Nathalie Chaperon. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les prochaines étapes de vos recherches sur la grille d'ici 2 ans. Là, si Nathalie était devant moi, je lui demanderais c'est qui? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le CFL? Est-ce que c'est la communauté scientifique? Donc, ça alignerait ma réponse. Mais je dirais que là, évidemment, au niveau de la lutte biologique, entre autres, on essaie de comprendre un peu plus l'impact qu'on a. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. À court terme et très localement, si on parle de moi, on va terminer les introductions à Québec. Donc, d'ici 2 ans, on va essayer d'établir s'ils sont établis, ça ne sonne pas bien. On va essayer de savoir si les parasites sont établis ici à Québec. Donc, ça, c'est quelque chose à très court terme. Moi, j'aimerais aussi, avec Krista Ryall en Ontario, on en avait discuté un peu. Moi, je voudrais regarder plus en ville, justement. Là, c'est des questions qui ont été posées. J'aimerais essayer d'établir, est-ce que si on faisait un lacet de parasites dans la ville, est-ce qu'ils arriveraient à trouver les arbres qui sont en ligne, qui sont des fois plus exposés au vent, avec des distances plus grandes. Donc, est-ce qu'il y a un petit peu de quantifier la possibilité pour les parasites de s'établir en ville? Donc, ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je regarde. Sinon, j'ai mentionné un petit peu au niveau de la détection, au niveau du scan ici, avec Christian et Robert, on aimerait ça éventuellement avoir l'intelligence artificielle pour nous aider à mieux détecter. On aimerait, dans un monde idéal, avoir quelque chose de portatif pour le faire sur le terrain. Donc, c'est des choses qui se développent. De façon plus générale, on veut toujours augmenter la détection. Ce que fait Kishan avec la modélisation, d'essayer un petit peu mieux prévoir où ça va être, ça en fait partie. Pour augmenter la détection, diminuer la propagation, puis essayer d'obtenir un espèce d'équilibre naturel. Alors, une autre question en région de Mathieu Tremblay. Quelle est l'efficacité du traitement au triazin en fonction du degré de sévérité de l'attaque? Je mentionnais que je ne suis pas du tout une experte au niveau du triazin, mais si l'arbre est trop attaqué, si c'est trop avancé, ça ne fonctionnera pas. Donc oui, l'insecticide va tuer l'insecte, mais le problème, c'est qu'à un moment, si l'arbre est devenu trop affaibli et que sa survie est déjà menacée, il n'y a rien à faire. Parce que même si tous les insectes dans cet arbre-là mourraient, sa survie est déjà menacée. Donc c'est ça beaucoup qui va être important dans l'utilisation du triazin. Il ne faut pas que l'arbre soit déjà trop affaibli. Il va falloir que tu montes le micro. Éric Dussault, Service canadien des forêts. En mode détection, est-ce que vous avez regardé l'imagerie multispectrale ou hyperspectrale? Je sais que ça se fait. On avait eu une présentation ici là, de quelqu'un du CERFO, il me semble, qui avait regardé ça. Moi, personnellement, je ne suis pas impliquée, mais je sais que c'est quelque chose qui se fait. Mais je ne serais pas capable de nommer des noms de qui. Mais c'est dans l'air et c'est probablement sur la table de travail de quelqu'un, oui. On va passer à une autre question en salle. Pierre Drolet, ingénieur forestier retraité, malheureux propriétaire d'un terrain à Cap-Rouge avec des frênes majestueux.
Malheureux aussi parce qu'en face de chez nous, il y a la rivière Cap-Rouge où il y a des milliers de frênes qui vont mourir tantôt. Mon inquiétude, c'est que je constate, un bout de temps, je pensais traiter au triazin. On me dit c'est aux 2 ans, ça coûte une fortune et puis il n'y a pas de garantie au bout. Alors, j'ai abandonné l'idée. On me dit aussi, ce que je constate, la vitesse d'évolution de la recherche, c'est petit v. Par contre, au niveau de la Ville de Québec, c'est la vitesse de propagation de l'insecte actuellement, c'est grand V, puis grand V au carré. La réglementation de la Ville a changé en 2 ans. Maintenant, on peut abattre tout frêne sur le territoire de la Ville de Québec, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Les périodes où on peut abattre sont en train de s'élargir. Et puis, la prochaine étape, c'est probablement que les contraintes qu'on a de livrer des beaux bois de sciage ou de chauffage à l'éco-centre qui est situé au milieu de la ville, qui coûte grand frais pour les propriétaires, il va falloir que ça s'élargisse parce que là, actuellement, ça va dépérir à grande échelle. Là, la réglementation de la ville dit quand il y a plus que 30% des branches qui sont mortes, il faut procéder à l'abattage. Ça va coûter des fortunes. Moi, je suis propriétaire de l'eau boisée à Beauport. On fait des collaborations avec l'école de Fierbourg à Charlebourg qui donne des cours d'abattage et mondage. Ces gens-là ne monteront pas dans les arbres pour abattre des arbres avec 30% de branches brisées. Ça va être trop dangereux. La santé et sécurité au travail va se mettre là-dedans. Et puis, il va falloir prendre des nacelles. Puis ça va coûter des fortunes. Ça va être astronomique comme coût. Il n'y a pas de lien de fait encore avec Hydro-Québec pour tous ces frênes-là qui sont au-dessus des lignes électriques. J'ai l'impression qu'il y a une disparité petit V, grand V actuellement. Puis je me demande, est-ce qu'à un moment donné, c'est une responsabilité des chercheurs que de dire, à un moment donné, écoutez, on est à vitesse petit V. On n'arrivera pas avant 10 ans, 15 ans, 20 ans. On travaille comme si l'insecte allait arriver dans 25 ans, mais il est là maintenant. Prenez vos mesures économiques, prenez vos mesures de santé et sécurité, accompagnez vos propriétaires, déterminez ce que vous allez faire dans le parc de la rivière Cap-Rouge, ça va être astronomique, le nombre d'arbres à couper. Y a-t-il quelque chose qui se passe, puis y a-t-il un lien à faire entre le pratique grand V puis la vitesse qui est faite pour un insecte qui arriverait dans 25 ans et non d'un insecte qui est arrivé en 2002? Merci de partager ça. Je suis consciente de ces préoccupations-là, on l'est beaucoup. Oui, vous avez raison, la recherche ne va pas à la vitesse où on voudrait qu'elle aille, pour toutes sortes de raisons, parce qu'avant de conclure, faut que ça soit rigoureux, il faut qu'on soit certain, on ne peut pas conclure à la légère. Ça amène une vitesse plus basse. On a aussi d'autres contraintes, évidemment, au niveau de la recherche, mais par contre, on est en communication avec les différentes organisations, on est beaucoup en communication avec la Ville, on leur parle régulièrement, donc on partage les connaissances scientifiques avec eux quand ils prennent leurs décisions et tout. Ça demeure que c'est leur décision à eux. Nous, on n'est pas réglementaire, on est vraiment un organisme scientifique de recherche. Donc, c'est sûr que là-dessus, ça ne sera jamais complètement, on ne pourra jamais complètement aller à la même vitesse et c'est très malheureux, j'en conviens. On essaie le plus possible d'accompagner les gens qui ont besoin de quelque chose. On essaie d'être à l'écoute aussi des besoins de recherche, des besoins de connaissances. On n'arrivera jamais, je pense, malheureusement, à être à la même vitesse. Là, ça vous console pas du tout ce que je veux dire là, mais par contre, on apprend aussi dans ces choses-là. Ce qu'on apprend là peut resservir pour une autre problématique. Mais le fait surtout là, que ça soit un insecte qui est très important en milieu urbain, change beaucoup la donne par rapport à beaucoup d'autres insectes, là, parce que justement, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux, c'est les municipalités, donc ça change beaucoup un petit peu le contexte et la dynamique, mais pas de miracle. Est-ce qu'il y a une autre question en salle? Michel Cusson, CFL. Excellente présentation, Véronique. L'idée d'utiliser la lutte biologique pour réduire le niveau de mortalité des frênes sous-entend, je pense, qu'il est possible de réduire le nombre de larves qui infestent un arbre à un niveau en deçà duquel l'arbre va mourir. Est-ce qu'on a une idée du nombre de larves qui infestent un arbre qui sont nécessaires pour entraîner sa mort? Un arbre donné, d'une taille donnée. Je vais tenter une réponse, puis après ça, je vais utiliser mon ricochet vers Robert. Mon élément de réponse, moi, serait, je pense que c'est beaucoup, comme je montrais, si
c'est juste au niveau d'une branche, la branche va mourir, ça va pas tuer l'arbre. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quand ça affecte au niveau du tronc et que là, c'est tout l'arbre qui se retrouve à être privé. Moi, c'est mon impression que c'est ça. Donc, peut-être pas tant au niveau du nombre que du niveau de où sont les attaques, mais peut-être que Robert a plus de réponses que moi. J'ai dit, il m'a transmis juste une fraction sans savoir, là. Robert Lavallée. Oui, très bonne question, Michel. En fait, on ne sait pas. C'est ça, lui, là? Ben, c'est difficile à définir exactement parce que lorsque tu n'as qu'une seule branche qui est affectée, évidemment, il n'y a pas d'impact vraiment physiologique. L'arbre, c'est comme si c'était n'importe quelle blessure. Donc, le problème, c'est que ça se produit à partir de Robert, oui. faut que tu parles dans le micro, s'il te plaît, pour les gens des régions. Good. Donc, à partir du moment où cette larve-là va survivre puis va donner un autre mâle puis une autre femelle qui reviennent sur le même arbre parce qu'ils n'ont pas tendance à disperser, donc, au travers 4, 5 ans, le phénomène va s'amplifier beaucoup puis là, tu vas passer à un point de non-retour. Quel est le point de départ? Aussitôt qu'il y en a une de trop. Au fond, c'est d'intervenir très tôt. Et puis, dans tout ce qui a été dit, au fond, c'est il y a des messages négatifs, mais en même temps, il y a notre façon de voir le problème qui, elle, était... enfin, on apprend de nos erreurs, on est jeune. Et lorsqu'on définissait au départ des critères de 30 de défeuillaison, par exemple, avant de traiter, grosse erreur, à 30 probablement que l'arbre n'était même plus capable de prendre en charge le feuillage. Lorsque tu vois 30 c'est l'image actuelle, mais l'arbre, lui, est probablement passé à un état de non-retour même. Donc, c'est ce seuil-là qu'on tolérait pour traiter, on l'a accepté très longtemps, maintenant on ne l'accepte plus. C'était un problème, donc qui amenait une augmentation des populations. On ne s'aidait pas. L'autre élément, c'est la détection. On va aller chercher des techniques probablement moléculaires avec Armand, très intéressantes pour détecter rapidement les arbres qui sont affectés à l'aide d'élicitateurs particuliers qui sont balancés dans la sève par l'arbre qui se défend. Mais en même temps, il y avait des outils très simples qui sont les pièges collants, puis les pièges de Lindgren, qu'importe les outils. Mais lorsqu'on les place à bout de bras, et puis qu'on s'attend à ce que ça puisse détecter la grille, oui, ça va le faire, mais lorsque les populations vont être tellement grandes dans l'arbre que même un piège placé au sol pourrait à la rigueur en capturer. Donc, il s'agit d'intervenir, mais de façon avec des outils, mais d'utiliser correctement. Et puis là, il y a eu une approche qui a été faite pan-canadienne. Ça a été un peu pareil aux États, bien que c'est un piège qui était pourpre, qui n'était pas vert. Et on l'attachait, enfin, on l'accrochait à une branche basse pour rendre les équipes fonctionnelles. Mais en même temps, on se privait de 2-3 ans de détection active parce que le piège était trop bas. Donc, finalement, on arrive dans une situation où la grille est découverte, on donne un point qui est positif, on réalise bien qu'il est à quelques kilomètres plus loin, c'est déjà dispersé. Donc, il y a une question de comment le gérer, comment bien le gérer, comment mieux le détecter. Puis il y a beaucoup à faire juste à ce niveau-là, à mieux installer les pièges. Et encore là, mieux les installer, je ne réponds pas à la question combien on en met. Parce que où est la grille, ça reste toujours la question. Il n'y a pas une dispersion uniforme. Dans le cas d'insectes comme la tordeuse, on a développé des outils pour monitorer, enfin savoir où est la population de la tordeuse, qui est assez uniformément distribuée. Dans le cas de la grille, c'est par pied d'arbre. Là, tu cherches une aiguille vraiment d'une botte de foin. Si tu ne la trouves pas, ben, le phénomène va aller en amplifiant, c'est certain. À partir du moment où tu vois des dommages, ben là, tu es déjà en retard sur le wagon de tête qui est parti ailleurs. C'est beau. Donc, l'effort est colossal pour essayer de tout le temps, essayer de remonter où est l'insecte. Donc, c'est pas, évidemment, c'est du long terme. Puis, lorsque la recherche travaille autour de ça, évidemment, on peut penser qu'on ne verra pas le bout de ça. C'est un fait. Probablement que les feintes vont disparaître plus vite que l'implantation. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que les parasitoïdes s'implantent, mais au niveau de la régénération. Mais c'est déjà un élément positif. La régénération peut s'installer. Puis si dans les arbres plus âgés, Véronique expliquait au départ que les parasitoïdes, ils sont minuscules. Donc, on imagine qu'ils travaillent très bien dans la canopée, là où les écorces sont très minces. Donc, c'est là qu'il faut qu'ils interviennent. Au moment où les populations sont basses, au moment où ils ne savaient même pas qu'il y avait de l'aéré. Donc, c'est à ce moment-là que l'équilibre, s'il peut en avoir un, peut se mettre en place de façon à garder les populations basses de la grille du frêne et permettre aux arbres naturellement de mieux résister, permettre aux maladies, aux pics de bois, enfin tout ce qui est naturel, tout ce qui fait cohorte pour garder en échec
des phénomènes comme ça. Parce que des insectes exotiques au Québec, on pourrait en sortir des dizaines. Hein. Ils ne sont pas tous comme la spongieuse ou enfin d'autres qui ont été catastrophiques. Il y en a qui ont pris, en bon français, qui ont pris leur trou. Ils ont pris un équilibre, puis ils en sont là. Est-ce qu'à long terme, on verra ça avec la grille? À notre échelle, 50 ans, c'est long, hein? Mais pour la nature, 50 ans, c'est rien. Fait qu'on verra plus tard, mais chose qui est certaine, c'est que l'introduction des parasitoïdes, c'est un élément de contrôle sur une partie de la population. L'introduction des champignons vient chercher une petite partie de la population qui est résiduelle, qui vient au niveau de l'adulte, qui en plus se transmet entre adultes par les insectes eux-mêmes. Vous comprendrez que si vous avez 100 insectes dans une colonie de départ, il n'en suffit que 2 au final, ça vous donne 98 de mortalité, il n'en suffit que 2 qui vont survivre pour vous reveniez à la case départ avec autant d'insectes. Donc, vous voyez la quantité de la mortalité colossale qu'il faut engendrer, qui est de l'ordre de 98 pour être certain qu'on ne reviendra pas au point de départ. Donc, tout ce qui va jouer tout le long de la cascade, enfin, du développement de l'insecte au cours d'une ou deux saisons, donc, vont être des facteurs qui vont être contribuants à la baisse des populations de la grille. Donc, ramener des populations à un seuil que je ne peux pas définir, mais qui va être vraiment important. Ce que je peux dire, c'est qu'à Toronto, il y a eu, comme dans beaucoup de villes américaines, d'énormes coupes d'arbres, mais il y a beaucoup d'arbres qui ont été protégés aussi avec les thyréazins. Puis ce qui a augmenté, remarqué, c'est que les populations de la grille avaient baissé aussi, étant donné que, bon, d'une part, la masse verte de frêne avait baissé, donc ça a fait baisser la population, mais la population résiduelle de la grille a été démontrée inférieure. Donc, à ce moment-là, qui dit moins d'adultes, dit moins de pontes et ainsi de suite. Donc, on peut penser à un équilibre qui est plus facilement implantable dans ce contexte-là. J'en conviens que 50 ans, pour quelqu'un qui a un beau site sur le bord de la rivière Cap-Rouge, là, je vous demande de patienter longtemps. Mais voyez ça comme d'un point de vue de sciences naturelles, que la nature a tout son temps. Donc, voilà. Merci beaucoup, Véronique. C'est une très belle présentation. On va passer à une autre question en région de l'Association forestière du Sud du Québec. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler brièvement d'où en est la recherche sur les frênes résistants? Ça va être très bref, en effet. Je sais qu'au niveau des Américains, ils regardaient un peu ça, et c'est à peu près tout ce que je peux dire. Je ne suis pas au fait de ça. Nous, ici, on ne travaille pas là-dessus. Mais j'avais eu connaissance qu'aux États-Unis, ils regardaient ça. C'est à peu près tout ce que je peux dire, malheureusement. Ah, je pense que Robert, lui, en sait. Que je rajoute vas-y. On n'est pas directement là-dessus, mais on l'est indirectement avec Armand, qui travaille avec notre collègue, dont j'oublie le nom, qui est de Sault-Sainte-Marie, qui fait l'introduction d'œufs sur des petits frênes dans le but de documenter les réponses physiologiques de défense. Mais qui dit défense, on n'est pas loin des mécanismes finalement génétiques qui sont impliqués derrière ça. Donc, à la fois les protéines qui vont être mises en évidence par Armand pour montrer quels sont les systèmes de défense, vont être aussi les pistes qui vont indiquer comment peut-on les induire via des manipulations génétiques, via, je ne sais pas quoi, l'acide osmonique ou je ne sais pas trop, mais de façon à ce que les arbres puissent mieux se défendre. Donc oui, Daniel Doucet, ça vient de me revenir tout d'un coup là, à l'oreille. Donc, on est un peu là-dessus, mais il reste que oui, les Américains ont énormément d'avance. Et puis, on a vu un très beau reportage à la Semaine verte l'année passée qui expliquait tout ça, là, d'ailleurs. Donc, c'est un très bon filon, ça aussi. Je ne l'avais pas abordé, le volet résistance naturelle des arbres. Voilà. Pas d'autres questions en région. Est-ce qu'il reste des questions en salle? Ah! Monsieur Daniel, vous avez beaucoup d'humour. Dernière chance? Non? Donc, merci Véronique pour ta présentation. Apprendre à vivre avec la grille du frêne. Merci à nos partenaires régionaux qui rendent possible la diffusion en région. En terminant, je vous invite maintenant au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 12 mars et qui s'intitule « Recherche et innovation. Des cultures qui s'entrechoquent ». Le conférencier sera M. Stéphane Renoux, président et chef de direction de chez FP Innovation. Merci à tous de votre participation. Bonne fin de journée et faites attention sur les routes.